Pas le temps de jouer, épisode 21. Pas le temps de jouer, c'est le podcast où on revient sur le backlog de tous nos jeux qu'on a achetés pendant les soldes de Steam, à droite à gauche, qu'on a encore sous blister. Et comme à chaque fois, je suis avec mon acolyte Bruno. Comment tu vas bien ? Bah écoute, ça va. On est tellement en retard qu'on est en avance. Oui, c'est vrai, on est en avance sur l'épisode de novembre puisque celui d'octobre on l'a pas vu passer. Bah oui, c'est normal qu'on l'ait pas vu passer. Ouais, bah écoute, on fait avec nos emplois du temps. C'est vrai qu'on a un peu de mal pour trouver du temps à enregistrer. On a réellement du mal à trouver du temps pour jouer, surtout toi. Ouais, surtout moi, oui, c'est vrai. Enfin, cela dit, j'ai pas fait des jeux, enfin bref. Et oui, du coup, c'est compliqué quoi. C'est compliqué, mais bon, écoute, on fait ce qu'on peut. Après tout, c'est le nom du podcast après tout. Voilà, pas le temps de jouer, donc je crois qu'on est dans le thème. Bon, le podcast ce mois-ci, qu'est-ce que tu as à nous proposer au menu ? Alors, moi j'ai deux jeux, je ne sais pas comment ils sont arrivés dans mon backlog. C'est un jour où je savais pas quoi jouer, je les ai retrouvés. Deux jeux indés, quand je suis allé voir, il y en a un qui doit avoir une quinzaine de commentaires sur Steam, et l'autre qui en a 200, en tout cassé. Donc je vais expliquer ce que c'est après. C'est The Waking pour le premier, et Minute to Island pour le deuxième. J'ai jamais entendu. C'est normal. Et tu vas voir. Le mec, il va gratter les fonds du catalogue Steam. Bah non, mais après tout, pourquoi faire toujours les gros jeux mainstream que tout le monde traite, voilà. D'accord. Donc moi, ce mois-ci, j'ai parlé de Call of Duty Vanguard, bien sûr. Logique. Pour compenser. Pas du tout. J'ai décidé, pour fêter la sortie en Early Access de Darkest Dungeon 2, de parler du premier Darkest Dungeon. Bon, en fait, c'est un peu, d'ailleurs, tu vois, moi je me faisais la réflexion en disant... je sais plus quel jeu va sortir, la suite, et je me disais, tiens, je traite très bien celui d'avant auquel j'ai pas joué. Enfin, on fonctionne quand même beaucoup comme ça, quoi. Ben, c'est un peu effectivement le running gag de l'émission, puisque ouais. On va souvent parler du jeu précédent ou des jeux précédents à un moment de sortie justement des suites. Ce qui est intéressant au final. Bien sûr. Bah écoute, donc voilà le programme du mois. Je te propose qu'on commence. Ça marche. Allez, c'est parti. Donc Bruno, tu nous parles de deux jeux obscurs du catalogue Steam, The Waking et Minute to Island. To Island, ouais. Parce que c'est au pluriel en fait. Ah, c'est au pluriel, ça change pas grand chose. Ouais, non, mais c'est pas grave. Okay. Oui, alors, comment te dire ? On va commencer par The Waking, parce que ça va être rapide. The Waking, donc encore une fois, je sais pas comment ils sont atterris sur mon backlog. J'ai dû avoir ça dans un bundle quelconque, donc j'avais dû activer la clé. C'est pas des vieux jeux, hein. The Waking, il date de... Bon, il a 1 an ou 2 à tout casser. Et Minute to Island, il a 1 an. Il est sorti en juillet. Voilà. The Waking est présenté comme un jeu introspectif de méditation, réflexion sur très personnel, sur la mort, l'acceptation de la mort et tout. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est pas moche quand tu vois les screenshots. C'est vraiment c'est fait sur Unity de mémoire. Unity ou Unreal Engine, mais voilà, c'est un TPS. Enfin, tu vois qu'il y a une direction artistique qui est quand même assez travaillée. Bon, bah, je l'ai installé, c'est un jeu qui est pas très gros, il doit faire 5-6 gigas. T'es en train de me dire que c'est un jeu sur la méditation et sur l'acceptation de la mort en TPS ? Ouais, alors voilà, c'est comme ça qu'il est vendu. Donc un jeu d'exploration-aventure à fort pouvoir méditatif ou ce genre de choses. C'est comme ça, en tout cas, c'est le descriptif. Écoute, moi, tu me proposes ça, tu me mets des beaux graphismes, je me suis dit, un soir désœuvré, ça va faire le taf, quoi. Et t'installes le jeu, et comment Alors, on va commencer par le premier contact, qui a été un peu bizarre, je suis allé dans les touches, et là je vois saut, double saut. Je fais, attends, je suis où, quoi ? Comment ça, j'ai un double saut dans un jeu ? Bon, ok, méditatif, tu vois, je m'attendais un peu à un truc à la The Journée, quoi. Ouais. Et en fait, je me retrouve avec un TPS, alors, effectivement très joli, avec une direction artistique plutôt pas mal, mais complètement indigent, en fait.
le gameplay, c'est en gros toute la partie TPS, c'est le modèle, le template que tu peux télécharger avec Unity pour faire des TPS. Voilà. Okay. Donc t'as un personnage animé, t'es pré-animé dans le moteur Unity, et j'ai retrouvé toutes les animations par défaut de ce template-là. Ce serait pas mauvais en soi, on s'en fiche de ça à la rigueur, si c'est bien fait. Mais en fait, ce que te propose le jeu en termes de médiation et de gameplay, tu comprends pas où il veut en venir, quoi. C'est que le jeu se prend très au sérieux, il te fait des grosses emphases sur ceci est une histoire personnelle, c'est mon vécu, tout ça, etc. C'est lourdingue, comme pas possible. C'est hyper appuyé. C'est des phrases à rallonge, donc t'as des phases où en fait tu lis un texte très mal écrit et en anglais et très plein de poncifs à la con. C'est un jeu Kojima. Ça pourrait. Et les phases de gameplay, en fait, c'est tu vas d'un point A à un point B. Et puis de temps en temps, t'as un espèce de pouvoir de télékinésie où tu prends des bidons et tu les jettes sur des trucs. Ok. Voilà. Et c'est tout en fait. Ça a l'air génial comme jeu. Non. Non, là honnêtement, c'est une... Enfin... Tu vois, ça fait partie de ces trucs, tu comprends pas en fait. Soit c'est un projet étudiant, et après tout, pourquoi pas, le mec il apprend le moteur, mais tu présentes ça comme une... Enfin, je sais pas, je comprends pas le principe, ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait comme ça, et pourquoi c'est voulu comme ça. Pourquoi tu sors un jeu comme ça, en commercial, et que tu le vends, ça a pas de sens. C'est soit tu fais un truc... parce que... Enfin, je sais pas, je comprends pas ce qu'il veut dire. Le côté médiatif, je l'ai pas vu. Alors, t'as des phases où il va te demander de choisir tes qualités, tes défauts et tout. Même ça, c'est... Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est la copie d'un étudiant en art, tu sais, en première année, quoi, qui a livré ça. Alors, encore une fois, c'est un jeu qui est très beau, qui a des beaux paysages, qui a certains panoramas ou certaines images qui sont assez saisissantes. Donc, clairement, tu vois qu'il y a quelqu'un qui maîtrise quelque chose à ce niveau-là. Bah écoute, je sais pas. pas. Le reste est haché, quoi. Je suis en train de regarder le trailer parce que voilà. Moi, je vois juste un mec qui balance des bidons explosifs qui vient mater à coups de hache à un homme cochon géant. C'est ça. Le côté méditatif, je le vois pas trop, mais... Non, mais c'est ça. Mais c'est ce que je te dis, c'est que ce jeu, tu comprends pas, quoi. Alors, j'y ai joué parce que je comprenais pas. C'est que ça t'interpelle au bout d'un moment, tu te dis qu'il va te dire quelque chose. Bah, en fait, non. Hein. Voilà. Ok. Donc voilà, donc en fait, si vous l'avez dans votre backlog, honnêtement, bon, ça dure pas longtemps, quoi. Mais il y a des jeux beaucoup plus intéressants à faire. Si vous avez 2 heures à tuer, quoi. Ah bah écoute, à 17€... Voilà, c'est ça, c'est qu'il est vendu cher, quoi. Donc moi, je l'ai pas payé ce prix-là, hein, je l'ai eu dans un bundle, mais... Donc j'ai dû le payer 40 centimes, quoi. Avec un même petit ça, métacritique à 44. Oui, ça, je l'avais pas vu, moi, quand je l'ai téléchargé. Ok, et... J'espère que tu vas te rattraper avec le deuxième jeu, parce que... Oui, le deuxième jeu est plus intéressant. Ça sent l'arnaque quand même, là, ta rubrique. Hein. Ouais. Ah oui, non, mais celui-là, alors, mais parce que on n'a pas le temps de jouer, donc quand je me fais arnaquer 2 heures de ma vie sur un truc comme ça, je le dis, quoi. Ok. Tu vois ? Non, et puis c'est bien de faire découvrir des trucs aux gens pour le jeu vidéo, c'est pas que des AAA ou des jeux indés de qualité, c'est aussi ça, quoi. Bref. Non, Minute to Island, je vais enchaîner parce que j'ai plus rien à dire sur l'autre. Minute to Island, c'est un jeu... alors, on est pareil dans un jeu narratif qui, lui, est quand même plus maîtrisé, on va dire. Tu vas voir, quoi, c'est un jeu en 2D avec un peu de plateforme. Aucun combat, à aucun moment. Dans un monde post-apocalyptique. Un peu cryptique, un peu spécial. Tu sais même pas si t'es sur Terre ou pas. Ou sur une autre planète, ou tu t'en fous, en fait, ou dans un univers parallèle. Où tu diriges une petite gamine qui s'appelle Mo, qui vit reclus dans une grotte où elle doit entretenir 4 géants qui alimentent une machinerie, visiblement qu'ils ont créée et qui les a liés à elle. Et il tombe en panne, parce que c'est un peu particulier, tu vois, il y a une espèce de truc biomécanique un peu chelou. Je suis en train de regarder le trailer, effectivement. C'est très joli. Voilà. Alors voilà, c'est très joli. Il faut imaginer un style graphique, pour moi, c'est un peu Adventure Time en trash. Parce que tu le vois pas forcément sur le trailer, mais il y a des trucs assez sanglants ou des trucs en décomposition qui sont assez graphiques. Mais c'est très joli. Et en gros, tu vas te balader d'île en île. Alors c'est très linéaire et chaque île, tu fais un truc
Enfin, le jeu décide, quoi. Tu vas faire toute une phase sur une île, et après, t'es pas libre de comment tu explores tes îles. C'est ça que je veux dire. Et sur ces îles, tu vas avoir même pas vraiment de puzzle. Je crois qu'il y a un puzzle dans le jeu, à tout casser. Et tu vas juste te balader, activer des souvenirs, parler à des PNJ et faire avancer l'histoire, quoi. En gros. Les phases de gameplay sont pas terribles. La plateforme est pas très précise et un peu chiante. C'est-à-dire que des fois, tu sais, tu veux descendre une plateforme, il comprend pas le jeu, ou il te laisse pas faire quand tu veux, tu sais pas trop ce qu'est une plateforme, ce qu'il est pas. Mais c'est pas vraiment gênant dans un jeu où en fait tu peux pas mourir, il n'y a pas de combat, tu vois, c'est pas très grave si tu râles un peu. Sauf à 2-3 passages où là ils ont essayé de mettre des passages où justement tu dois éviter des trucs, tu sais, t'as des espèces de rayons laser, alors ils te tuent pas, mais tu dois quand même les éviter. Et il y a 2-3 passages où j'ai un peu ragé justement sur cette maniabilité pas top, parce que t'es pas là. Dans un jeu comme celui-là, t'es pas là pour jouer, en fait. T'es là pour qu'on te raconte une histoire, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, quand je regarde là, je regarde les trailers, je le verrais comme ça, je dirais, c'est un point and click, en fait. Ben voilà, moi, honnêtement, je m'attendais à un point and click quand je l'ai lancé, le jeu, la première fois. D'ailleurs, j'avais même pas branché le pad. C'est quand j'ai commencé à y jouer au clavier, j'ai dit, oula, on va pas être copains, quoi. C'est pas possible. Et effectivement, enfin, c'était pas agréable au clavier. Au pad, ça passait. Encore une fois, c'est pas le gameplay, le côté intéressant du jeu, parce que il y a 2-3 moments qui vont être même un peu frustrants, parce que tu vas quand même... Les 2-3 moments où le jeu te demande d'être précis, les contrôles suivent pas, en fait. Comme je disais, tu sais pas ce qu'est une plateforme, ou trop, etc. Et après, c'est un jeu qui essaye de te raconter quelque chose. Je suis pas sûr de ce qu'il m'a raconté, pour être honnête. Je suis allé jusqu'à la fin. Je suis sorti de là un peu dubitatif. J'ai pas passé un mauvais moment. Voilà, c'est pas la révolution, mais c'est beau, c'est agréable, et je pense que tout le monde peut y prendre quelque chose dans l'histoire. Ça va te parler d'acceptation de soi, des limites, de à quel moment il faut lâcher prise, et pas s'acharner, tu vois. Donc c'est un peu ce message-là qui va être porté par le jeu, dans un monde très sombre, en fait, parce que tout le monde est parti, en gros. Il n'y a plus que toi et quelques membres de ta famille qui restent sur les îles, et tout le monde a fui un champignon, un peu comme dans The Last of Us, qui tue les gens et qui tue la faune. Et voilà, quoi. Et voilà. C'est un jeu que tu boucles en 4 heures, 4-5 heures à tout casser. Un petit projet, en fait. C'est un petit projet qui est très beau. Encore une fois, tu sens vraiment très beau, par contre. Ouais, tu sens que c'est très beau, très bien animé. C'est plein de petites trouvailles d'animation qui sont très agréables, qui sont vraiment agréables à l'œil. Et il y a que 2-3 trucs où je me suis dit, bon, j'aurais pas fait ça comme ça, mais tu vois, en même temps, tu me files. On sait très bien que si je m'y mets, le résultat sera moins bien. C'est juste pour chipoter. Mais ouais, je dis, les seuls problèmes, c'est ça, c'est que c'est un jeu qui essaye d'avoir par moment un peu de gameplay. Genre, il va te faire attraper. Tu sais, il va te mettre dans une hallucination et il va te faire attraper des petits objets qui volent dans un certain ordre. Et vu que la plateforme est flottante, et pas précise, et pas agréable, c'est des trucs, tu te demandes pourquoi c'est là, en fait. C'est juste ça. C'est que j'ai passé mon temps à me dire, ils auraient dû le faire en point and click, tu vois. Ils auraient dû ne pas mettre de gameplay, en fait. C'était pas la peine. Votre jeu, vu que tu peux pas mourir, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a rien, en fait, il va faire beaucoup de backtracking, etc., qui sont... Ouais, t'as l'habitude de faire en point and click, je comprends pas. Alors si, je pense qu'ils l'ont fait ça pour le sortir sur console. Oui. Sûrement. Mais voilà, alors je sais plus à quel prix il est, celui-là. Cher, il est à 20€. Il est à 20€. 20€, je le conseille pas, honnêtement. Je comprends que ça l'éveille pour les gens qui l'ont développé, parce que définir le prix d'un jeu, c'est très compliqué. C'est vrai. Mais... une expérience vidéoludique de 4 heures, 20€, ça fait quand même cher de l'heure, quand même. Ça fait cher, surtout
si le jeu est pas rejouable. Ben non, il est pas rejouable, et surtout, c'est un truc... Tu vois, ça fait partie... En fait, les deux, alors plus celui-là que l'autre, c'est le jeu, à un moment, je me suis demandé, et c'est la réflexion que je me faisais en y jouant, faites un film. Faites un court-métrage, en fait. J'ai pas compris ce que le gameplay apportait à ce qu'il voulait me dire, en fait. Bah, le jeu est peut-être, en fait, justement, il a le cul entre deux chaises, entre quelque chose qu'il voulait faire de narratif et entre un jeu, et effectivement, le gameplay n'est pas forcément adapté à ce qu'il voulait raconter. Non, le gameplay est pas adapté, et le gameplay est pas bon. C'est ça que je veux dire. C'est que ça passe parce que, encore une fois, il n'y a pas de challenge. Donc c'est pas grave. Tu vois, que tu rates ta plateforme ou que bon, ben, ça te fait refaire un truc 2-3 fois. C'est pas gênant. Mais c'est typiquement le genre de projet indé, je comprends pas. En fait. Quand tu fais un jeu vidéo, tu fais un jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est un jeu vidéo. Si tu veux pas faire du gameplay, tu fais un film, tu fais un court-métrage, tu fais une BD, tu fais quelque chose. T'as plein de moyens. Le mec, là, le niveau de dessin de ces mecs-là, ils pouvaient faire plein de trucs. Ils ont choisi de faire un jeu vidéo et je comprends pas la démarche. C'est pas désagréable, mais je comprends pas la démarche. Mais l'histoire est pas désagréable, tu vois. Mais j'ai passé mon temps à me dire, mais pourquoi en fait? Pourquoi je me tape un backtracking chiant que dans un film j'aurais pas eu, quoi. Écoute, alors qu'au final, t'es très passif. Ouais, ok, j'espère que Hideo Kojima t'a entendu, quoi. Oui, non, mais oui. Attends, Hideo Kojima qui fait un film? Mais pitié. Dieu nous préserve de ça, quoi. Oui, mais au moins, t'as pas de backtracking. Oui, ça, c'est pas faux. Mais voilà. Non, c'est... Et j'en vois plein, hein, des projets indés comme ça, et des trucs auxquels tu te dis, mais... Enfin, je sais pas. Quand tu fais un jeu vidéo, la première question que tu dois te poser, c'est le gameplay. Enfin, dans ma tête, quoi. Pas forcément, je pense que... Non, mais tu peux avoir quelque chose à raconter, mais il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que tu racontes et ce que tu fais jouer. Oui. Là, Mais tu peux pas te dire, je vais faire un gameplay et après je vais essayer de broder une histoire autour. Ou alors, tu fais un jeu purement d'arcade et de scoring, oui, dans ce cas-là. Non, oui. mais ça... Ouais, bah là, tu déformes pas mes propos, pars pas à l'extrême. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est qu'à un moment, il faut que ce que tu as raconté soit en adéquation avec le gameplay. Encore une fois, j'ai pas trouvé l'histoire inintéressante, j'ai trouvé plein de choses pas mal, mais il y a eu des espèces de twists dans le scénario que j'ai pas compris, quoi. Ah oui, parce que ça, ouais, effectivement, dans l'histoire, il y a toute une phase de découverte où tu commences à comprendre les relations avec les personnages, etc. Et à un moment, le jeu change un peu de ton, en gros, devient un peu plus sombre. Enfin, ton personnage devient un peu plus sombre. Je l'ai pas vu venir, j'ai trouvé ça un peu abrupt. Bon, mais ça, c'est une micro-critique sur la façon de raconter l'histoire. C'est toujours très difficile de raconter une histoire, surtout avec des dialogues entre les personnages. Voilà. Celui-là, je le recommande quand même plus. Peut-être pas à 20€, faudrait peut-être attendre des soldes ou un truc comme ça, tu vois. Mais ça peut se faire sur une période. Faut pas s'attendre. Mais voilà, faut savoir, faut être conscient qu'on va pas jouer à un jeu avec un gameplay fou, qu'on va plutôt le subir pour se faire raconter une histoire qui, en soi, je te dis, je pense que chacun y piochera quelque chose sur le côté, et qu'il y a quand même quelque chose. Allez, je vais quand même lui donner quelque chose. Il casse une règle que j'ai quasiment jamais vue enfreinte dans le jeu vidéo, et ça, rien que pour ça, c'est pas mal. C'est qu'en gros, le jeu te donne un objectif tout au début, d'accord, et te dit, ton objectif, ça va être réveiller la machinerie, en fait. Et il y a un twist là-dessus que j'avais jamais vu dans un jeu. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. D'accord. Parce que c'est... Ouais, je peux pas le spoiler. Bah non. Mais c'est vraiment une rupture d'une règle fondamentale de jeu vidéo, de narrative, enfin, et même de façon de raconter les histoires, que j'avais jamais vu enfreinte. Donc ça, pour ça, la fin, j'ai été agréablement surpris par ça. Je te le raconterai après. Bah ouais, tu me diras après. Hors antenne. Hors antenne, ouais. Bah écoute, merci Bruno. Je sens que tu as ramé un petit peu aujourd'hui pour essayer de nous vendre un peu tes jeux pourris. Ouais. Ouais, non. Le premier, il est pourri, il faut pas y aller, quoi. Mais le deuxième... Oui, tu sais, j'en étais... pas. C'est ça, c'est que... Et puis parce qu'on peut tous chercher des trucs à des moments différents, tu vois, on n'a pas toujours envie d'un jeu complexe. Là, moi, c'était bien, sur ce mois-ci.
C'est un jeu où, tu vois, je l'ai fait en 3 soirées. Il y avait, encore une fois, pas de difficulté, pas de... On te raconte une histoire, quoi. Bon, en gros, t'appuies vers l'avant et puis de temps en temps sur le bouton pour sauter, mais il n'y a pas plus. Ouais. Mais quand même. Heureusement qu'il est beau ce jeu quand même, parce que sinon... Oui. S'il avait eu des graphismes pourris, oui, c'est clair, ça aurait été plus compliqué. Ouais. Ok. Écoute, merci Bruno. Tu sais pas quoi penser de ma chronique. Hein. Non, ça sent un peu l'arnaque quand même, mais bon, je t'avoue. Pourquoi l'arnaque? L'arnaque de quoi? Je peux pas faire des gros jeux à chaque fois. C'est bien que je fasse des trucs qu'on sort des sentiers battus. C'est clair. Peut-être un petit Call of FIFA, peut-être, mais bon. On est peut-être le premier podcast à avoir parlé de ces jeux-là, tu te rends compte? Peut-être bien. Eh ben écoute, c'est le cas, tant mieux. Écoute, moi je vais te parler maintenant d'un vrai bon jeu. Et je pense que tu auras beaucoup à dire aussi. Oui, je pense que je vais plutôt parler sur ta chronique. En fait. Oui, Jean, que tu vas me voler ma chronique. Comme d'hab. Oui, comme d'hab. Ok, c'est parti. Bon, et alors Thomas, un jeu, bon, pour le coup, il y a du gameplay, contrairement aux deux autres dont j'ai parlé, et c'est un jeu qu'on adore détester et sur lequel on a ragé, mais je pense tous les deux, au moins des dizaines d'heures. Oh, grave. C'est Darkest Dungeon. Darkest Dungeon. Donc là, pour tous nos auditeurs, sortez vos cuirs, vos martifouets et vos moustaches, hein, parce que là, ça va être la sortie, la chronique SM. Hein. Bon, Darkest Dungeon, j'en parle parce que le 2 est sorti actuellement en Early Access. Donc, et ça se passe pas très bien. Oh, ça va encore. Ah, les retours sont pas hyper... C'est assez bizarre. C'est un Early Access. Oui, non, mais je suis d'accord. Les gens qui jugent un jeu qui n'est pas encore terminé, justement, où l'intérêt de l'Early Access est justement d'avoir des retours sur ce qui ne va pas. Oui, et puis il faut pas oublier que Darkest Dungeon a eu un hyper long Early Access et que le début était calamiteux. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, Darkest Dungeon, c'est un jeu développé par Red Hook. Le premier jeu. Le premier jeu, qui est sorti en 2016. Pour vous situer l'écriture du jeu, je dirais que c'est une sorte de roguelite dungeon crawler procédural. À peu près. C'est un roguelite, donc oui. Ouais. Mais donc tout se passe sur des donjons. Je défonce les portes ouvertes, mais alors avec au gros fusil à pompe façon Doom. Non, il y a des forêts. En quoi le jeu consiste? En fait, tu dois reprendre, tu joues en fait l'héritier d'un manoir, d'un territoire qui a été légué par un de tes aïeux, un peu fou, qui a réveillé des créatures démoniaques, et tu arrives dans ce village, et ton objectif c'est d'utiliser des aventuriers qui vont partir dans des donjons, éliminer ces créatures, tuer des boss pour essayer justement d'éradiquer le mal qui sévit dans le village. C'est très Lovecraftien médiéval en fait. Tout à fait, donc. De toute façon, c'est revendiqué comme étant une inspiration Lovecraft. Tout à fait, c'est exactement ça. Bon, de toute façon, il y a carrément des ennemis, si c'est pas Cthulhu, excuse-moi. Hein, d'ailleurs, il le dit dans le moment où ils disent les anciens d'ailleurs. Oui, non mais tout l'aspect, enfin il y a plein de trucs qui sont clairement du Lovecraft quoi. Oui, complètement. Donc c'est un jeu qui est visuellement en 2D. Vu de côté. Oui. C'était vraiment un parti pris bizarre quand tu y réfléchis. En fait, la DA, je vais en parler tout de suite, autant faire, puisqu'on va éradiquer sur ce point-là. Moi, je trouve qu'elle tue, mais ceci dit, j'ai eu du mal à m'y faire au début quand même. C'est vrai? Ouais, je la trouve. Elle est quand même particulière. Je pense qu'on ne peut pas tous aimer. Moi, par exemple, je la trouve qu'elle effectivement maintenant, elle tue. C'est très très beau. Les animations sont cool. Il y a plein de détails. Non, puis il y avait un. Il y a une patte. Dans les Oui, il y a une patte. Et puis même, on en parlera dans les combats, etc. Les animations très minimalistes en fait sont incroyables, je trouve. Oui, le fait qu'en plus, dès qu'il y a une attaque, il y a un zoom qui est fait en fait sur les personnages. Ça rend super bien, ça donne des combats qui sont très dynamiques. C'est très dynamique. Ouais. Puisqu'en fait, voilà, on a une équipe de 4 combattants. Et en fait, vu que c'est de côté et c'est la 2D, ça peut paraître assez figé. Mais en fait, non, l'animation est assez simple. Mais avec ces petits effets de zoom et les bruitages qui collent bien, ça rend super bien. Ouais. Donc en fait, comment ça consiste le gameplay? C'est tout simple. Donc il y a le village, il y a d'aventuriers. Donc la première chose qu'il faut comprendre dans ce jeu-là, et je pense que tous les débutants ont fait cette erreur, c'est qu'en fait on ne joue pas les aventuriers, on joue le village.
Alors, si je peux me permettre, tous les débutants, déjà, c'est ne jouez pas en mode normal. Jouez en mode radiant. Je vais y venir sur ce point-là, la difficulté. Hein. C'est quand même le gros truc du jeu. Mais voilà, en fait, dans le village, il y a des bâtiments. Et l'objectif, en fait, pour avancer, c'est d'upgrader des bâtiments. Donc, il y a des bâtiments qui vont être, en fait, le bistrot, la forge, le centre d'entraînement, le sanatorium. Voilà. Et en fait, dans chaque bâtiment, on va par exemple, si je prends la forge qui permet d'upgrader les armes et les armures, et bien en fait, en faisant des donjons, on va récupérer des items qu'on va pouvoir utiliser pour upgrader, pour dire maintenant je vais pouvoir faire des armes et des armures de niveau 2, 3, 4, et aussi avoir des options pour réduire les prix. Et pareil, on va pouvoir aussi upgrader par exemple la carriole qui amène des aventuriers pour avoir plus d'aventuriers, pour avoir aussi plus en fait, dans son roster. Et c'est comme ça en fait qu'on avance. Voilà, pour avoir des personnages de plus haut niveau tout de suite, puisque les personnages gagnent de l'expérience. Et en fait, l'objectif, c'est de faire un maximum de donjons pour avoir un maximum d'items qui va nous permettre d'upgrader tout le village pour pouvoir avancer. Et la grosse erreur qu'on a tous fait, toi comme moi, hein, tous ceux qui ont déjà joué, c'est qu'au début, on s'attache à ces personnages, on dit mon paladin, je l'aime bien, etc. On peut les renommer, on peut changer la couleur, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, la réalité, c'est que c'est un peu comme à la guerre. Il y en a qui vont mourir. Et ça, il faut l'accepter. Toi qui parlais justement du renoncement et de l'acceptation de la mort dans les jeux précédents, tout pourri. En fait, tu vas en tuer des tas des personnages, ils vont mourir à la chaîne en fait. Parce que le jeu est dur. Le jeu est très très dur. Non. Comme tu l'as très bien dit, effectivement, niveau de difficulté. Et effectivement, il faut mieux commencer par le mode radiant qui est le plus facile. Qu'ils ont rajouté après coup. Qu'ils ont rajouté parce qu'effectivement, le mode normal, waouh, c'est ultra punitif. Non, le mode normal, et pour moi, le mode radiant est comme. Enfin. Ça passe. Je suis pas un. Oui, ça passe. C'est déjà dur. Hein. Ça ne change rien à la difficulté. Ça modifie juste un truc. C'est la vitesse à laquelle tes personnages gagnent de l'XP, en gros. Mais ça modifie pas la difficulté des combats. Et sans ça, le jeu, en plus d'être dur, honnêtement, bon, on y viendra, mais tu grindes, quoi. Tu grindes des heures et ça devient pour moi, assez vite chiant. Oui. Moi, je conseille à tout le monde de jouer en radiant ou rien, en fait. Parce que franchement, sinon, c'est trop long, quoi. C'est long et tu vas pas prendre vraiment beaucoup de plaisir, à part si tu cherches vraiment le challenge. Il faut comprendre en fait que le système de combat, donc il y a 4 combattants qui vont être placés les uns derrière les autres. Et en fait, il faut alors gérer le positionnement de tes combattants, puisque idéalement, il faut mettre à l'avant plutôt les tanks et à l'arrière les soutiens. Disons qu'il y a plusieurs classes de héros et que chaque classe a des actions qui dépendent de son positionnement. Exactement. Donc voilà. Mais c'est important parce que en fait, c'est là que la difficulté s'y joue. Oui. C'est un gros morceau du gameplay parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'il va falloir créer des rosters des équipes en fait qui sont adaptées aux donjons, aux boss que tu vas combattre, etc. Si tu pars avec des personnages où tu vas pas du tout adapter ta composition, c'est sûr et certain que ça va pas bien se passer. Ah oui, et sur les boss, généralement la première fois que tu les rencontres, tu te fais laminer en fait. Parce que moi ça m'est arrivé de tomber sur des boss où en gros, mon équipe, je pouvais rien faire. Ah oui, complètement, moi aussi. Voilà, mais je pouvais rien faire contre lui. D'ailleurs, faut pas hésiter dans ce genre de cas à fuir, tu peux le faire. Ça t'applique un petit malus, mais au moins tu perds pas tous tes héros, quoi. Mais oui, il faut comprendre que de toute façon, c'est un jeu, voilà, les personnages vont mourir, mais que la fuite fait partie des solutions. Oui. L'échec est toujours un résultat. Contrairement à la majorité des jeux où quand tu as perdu, c'est pas ce que tu cherches, quoi. Là, tu peux effectivement perdre une équipe et tu reviens à ton village, t'as perdu tes 4 personnages, la mission a échoué et tu recommences. Oui. C'est pas la fin en soi, c'est juste que t'as raté ton expédition, c'est tout. Oui, tout à fait. Et puis après, c'est juste que ça t'a coûté de l'argent, parce que on en parle, mais avant chaque expédition, tu dois équiper un minimum ton équipe en torches, parce que c'est un peu la mécanique du jeu, en nourriture, en pelle, tous les équipements qui peuvent servir pour bien réussir le donjon. C'est ça. Et c'est une partie du jeu qui est sympa d'ailleurs, parce que généralement tu as tendance à essayer de dépenser le moins possible, et même certaines fois tu envoies des équipes B, parce que
encore une fois, on parle de héros, mais au final, tu as un ressort. À la fin, je crois que tu peux en avoir 16 ou 20 dans la ville, je me souviens plus. Je sais plus exactement, mais oui, tu peux en avoir un certain nombre. Enfin... Donc, sur des équipes de 4, ça te fait au moins 4 équipes complètes. Et des fois, tu as des équipes B ou des équipes C, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire des trucs qui sont juste là pour aller gagner un peu de sous, et tu les envoies complètement à poil. Tu sais qu'ils vont se faire zigouiller, mais tu t'en fous, c'est des persos gratuits, quoi. C'est ça. Mais en fait, c'est salaud, quoi. C'est salaud, mais en fait, pour revenir sur ce système de combat, parce que c'est vraiment ça qu'il faut parler. Oui, c'est le nerf de la guerre. Donc, il y a ce système de positionnement, et en fonction de là où se trouve le héros, effectivement, comme tu l'as très bien dit, on ne pourra pas faire toutes les actions que le personnage peut avoir, sachant que un personnage peut avoir 4 actions et qu'on peut en avoir, je crois, 6 ou quelque chose comme ça par personnage, donc on peut choisir avant les actions qu'on peut, prendre. Même plus que ça, je crois qu'ils en ont 8 peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Mais effectivement, on peut débloquer des actions, mais on ne peut pas partir en excursion avec toutes les actions. Donc il faut déjà choisir exactement ce qu'on a envie en fonction de ce qu'on va faire. Donc il y a toute une phase de découverte des donjons quand on ne les connaît pas, où on va expérimenter, clairement. C'est ça. Il y a vraiment une côté stratégie où il faut effectivement connaître les classes et connaître les ennemis, le donjon, et ce qu'on va rencontrer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 2 autres facteurs dans les combats qui jouent. C'est l'éclairage, parce que tu parlais des torches. C'est ça. Et l'éclairage est extrêmement important, puisqu'en fait, on va avoir une torche qui va diminuer dans le temps. Donc d'où l'intérêt de partir avec des torches pour augmenter la luminosité dans les donjons. Et plus la luminosité baisse, plus les ennemis vont avoir des capacités, enfin ils vont être capables de vous toucher et vous faire mal, et plus vous avez des chances de vous faire surprendre par les ennemis. C'est ça. Alors qu'à l'inverse, plus votre lumière est forte et plus vous avez de chances de surprendre des ennemis. Mais aussi je joue ça sur le 3e point important du combat, le stress. Ah, je me demandais quand c'est que tu allais y venir. Ah ben il faut que j'y vienne. Vos personnages en fait vont prendre du stress en permanence. Dès que vous allez vous promener dans le donjon, le fait de se déplacer, et vu l'ambiance des donjons très Lovecraftienne, c'est compréhensible, ils vont prendre du stress. Chaque personnage peut prendre jusqu'à 200 points de stress. Dès qu'il prend des coups, une attaque, ou si la lumière baisse, etc., ils vont prendre des points de stress plus ou moins importants. S'ils prennent un coup critique, ils vont prendre encore plus de stress. Arriver à 100 points de stress, c'est là que les choses commencent vraiment à partir en sucette. Il est testé. Pas forcément. Mais votre personnage va être testé, dans le sens où soit il va avoir un malus, par exemple, il va peut-être venir avoir peur du noir, ou il va venir kleptomane, il va vouloir piquer tous les trésors que vous ne pourrez pas récupérer, etc. Ou inversement, il va résister, il va avoir un bonus pour le reste du donjon, ou du coup, il va peut-être faire plus 10% de dommages critiques ou ce genre de choses. Et là, quand ça vous arrive, vous êtes très content parce que c'est pas forcément la majorité des cas. Oui, mais c'est surtout que c'est contagieux. Oui. Dans les deux sens. C'est-à-dire que par exemple, il y a quoi ? Il y a masochiste, on va prendre cet exemple-là. Par exemple. Donc c'est celui qui va vouloir souffrir et se faire mal. Chaque fois qu'il le fait, donc quasiment à chaque fois que c'est son tour, ou que c'est au tour d'un autre joueur, enfin d'un autre de l'équipe, il va générer du stress pour tout le monde en fait. Oui. C'est horrible, c'est-à-dire que... ça peut vous pouvoir pourrir la partie parce que... ça fait boule de neige, toujours. Vous pouvez vouloir le soigner parce qu'il vient de prendre un coup critique, il a pris du stress, vous voulez le soigner, il refuse, votre soigneur prend du stress, et vous n'avez toujours pas soigné votre gars. Et il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein d'afflictions qu'ils peuvent avoir. Et bien sûr... Oui, parce qu'ils peuvent choper des maladies. Alors, voilà, déjà, ils peuvent choper des maladies aussi en fonction de certains mobs qui vont les attaquer. Par exemple, ils peuvent prendre des risques de prendre des saignements de plus 10%, ou alors perdre de la vitalité alors que la luminosité est plus basse, ce genre de choses. Et en plus, à 200 points de stress, il va être retesté, et en plus, si jamais, il peut à tout moment aussi faire une attaque cardiaque. C'est ça. Donc c'est-à-dire qu'à tout moment, sa vie va se retrouver à 0, et donc le personnage se trouve aux portes de la mort. Donc s'il reprend un coup, il meurt. Et idéalement, il faut le soigner tout de suite. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver dans des situations, comme moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je te l'ai envoyé par message tellement j'étais fou, où j'ai 3 personnages qui ont fait crise cardiaque les uns par-dessus les autres, parce qu'il y en a un qui a commencé à en faire une, ce qui a stressé les autres derrière, et là ça fait 3 crises cardiaques, j'étais là, bon ok. J'ai réussi à peu près à les sauver, bon il y en a un qui est mort. Mais c'est horrible en fait, effectivement, le stress dans le combat, aussi bien en toi en tant que joueur que les personnages, te met vraiment à mal, sachant qu'en plus il y a un côté sur les dégâts, le pourcentage de toucher, il y a un petit côté XCOM des années 90 quand même.
Les 90% de chance où on va miss 3 fois d'affilée. Oui, ça je suis d'accord. Leur aléatoire a l'air... Enfin, je sais pas. J'ai jamais fait de stats, mais... C'est très bizarre, mais effectivement, c'est des probabilités. Tu peux très bien, effectivement, rater tes coups 3 fois d'affilée parce qu'il y a 10% de chance que tu rates. Bien sûr. Ça reste toujours des fois un peu probable. Et ça arrive toujours au même moment, bien sûr. Ah bah toujours. Oui. Et puis il y a un dernier truc dont on n'a pas parlé, c'est que du coup, à la fin de chaque expédition, ils gagnent des traits de personnalité qui peuvent être positifs ou négatifs, qui sont généralement négatifs, ou qui ont toujours c'est-à-dire, il y a toujours deux faces sur les médailles. Hein. Il y a des trucs qui peuvent sembler positifs, mais qui peuvent te foutre dans la merde quand même. Et ton personnage peut en avoir quoi, 3 ? Oh, beaucoup plus que ça. Moi, non, il y en a qui se font éliminer après. J'ai regardé tout à l'heure, puisque j'ai joué juste avant qu'on enregistre. J'ai un personnage qui avait quand même 5 afflictions négatives. Donc, alors c'est le maximum. Mais je pense que c'est le maximum, ceci dit. Ouais, parce qu'après il y en a qui se font remplacer par les nouvelles que tu prends. C'est possible, j'avoue que je ne fais pas attention à ça. Ah, parce que moi je peux te dire qu'il y en a certaines il y a même une option à un moment où tu peux verrouiller en fait, empêcher un trait de se faire remplacer justement. Et je le faisais sur mes parties de haut niveau, n'est-ce pas, de verrouiller certains traits que je savais pas trop chiants, tu vois, pour éviter que cela saute et pour que ceux qui étaient vraiment pourris se fassent dégager quoi à la place. Oui, mais alors ça, ces actions, enfin ces traits qu'on peut récupérer, qu'ils soient bénéfiques ou en malus, on peut les retirer en allant par exemple au sanatorium, en les mettant dans l'aile psychiatrique pour effectivement leur retirer leur tard. Par exemple, il y a certains personnages qui peuvent devenir alcooliques et qui vont refuser de faire autre chose en ville que d'aller boire. Oui, par exemple. C'est très sympa. Donc, ou être interdit de la salle de jeu, par exemple. Voilà. Aussi. Et du coup, si vous voulez leur faire baisser le stress en ville, eh ben, vous êtes bloqué avec un personnage qui est alcoolique, il ne pourra que boire systématiquement, il ne pourra aller jamais ailleurs. Non, mais c'est un jeu très 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 joie de vivre. Pensez bien que le bordel, par exemple, vous aurez des maladies à la sortie de. Voilà, vous pouvez vous retrouver avec des MST, etc. Donc il va perdre de la vitalité, il va taper moins fort. Et surtout, le problème, ça coûte cher. C'est que voilà, on est bien au problème, c'est que ça coûte très cher. Par exemple, certaines afflictions à retirer peuvent coûter 6-8 000 pièces d'or. C'est là que clairement, quand un personnage a trop d'afflictions négatives, il vaut mieux s'en débarrasser et de reprendre à nouveau. Ah bah oui. Enfin, sauf que quand il est niveau 5-6, ça commence à faire chier. C'est un peu embêtant, mais quand on voit le prix que ça peut coûter, c'est vrai qu'il vaut mieux s'en servir en se disant je vais utiliser, tant pis s'il meurt. Mais le prix pour le rendre de nouveau propre, au moins ou peut-être se préparer une équipe une équipe A temporaire où petit à petit je vais les monter. Oui, je suis d'accord. Il faut réfléchir à ces stratégies. Mais clairement, il vaut mieux faire tourner son roadster et se débarrasser des personnages. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'en fait, on joue vraiment le village, qu'on ne joue pas les aventuriers. Même si, bon, au bout d'un moment, quand tu commences à réellement... Enfin, c'est... Parce qu'on va commencer à parler, là on est très positif sur le jeu, il y a un moment quand même où le jeu devient un peu répétitif du fait de cette mécanique. Oui. Parce que quand tu dois jongler pour monter, allez, on va dire 3 équipes... pour être tranquille, c'est-à-dire pour avoir 3 équipes complètes, donc à peu près 12 personnages au niveau maximum, ça prend du temps. Faut faire un paquet de missions pour ça. Et il faut bien se rendre compte qu'un donjon, les petits, ça va être 4-5 combats, quoi. C'est ça, à peu près. Donc, ouais, à peu près, ouais. Donc les grands, quand il y a 2 feux de camp, là, les derniers, voilà, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, c'est éprouvant. Tout ça pour gagner éventuellement un niveau par personnage, et encore. Ben voilà, il y a quand même une phase de grind à la fin qui peut être un peu répétitive. Surtout quand tu as éliminé tous les boss, en fait. Oui. C'est vrai que en fait, tu vas souvent refaire les mêmes missions, donc tu vas grinder. Il y a un côté aussi, finalement, quand tu as vu les classes, après tu prends à peu près, tu connais à peu près tes équipes, le roster que tu vas faire. C'est souvent la même chose que tu fais. Et puis un côté, en fait, aussi ultra punitif dans le jeu, comme je disais, sur les pourcentages de dégâts. Tu peux très bien des fois te faire enchaîner par les ennemis. Ah, complètement. Et ça devient vite la merde. Et tu vas crever et tu vas finalement rage quit le jeu en disant c'est bon quoi. C'est bon, je suis venu pour... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Tu vois ? Ouais. Mais c'est vraiment ça. Contre, il faut quand même leur saluer un truc. Moi, je les ai trouvés
vachement créatif sur les différentes classes. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de classes. Il y a beaucoup de classes, ils en ont rajouté. Tu as fait les add-ons ou pas? Je les ai, j'ai activé sur une partie, mais j'ai pas fait plus que ça. Parce que en plus, parce que les add-ons rajoutaient des classes. Mais les add-ons ont cette particularité qui peuvent, comme tu dis, tu peux les activer, les désactiver selon les parties. Ça c'est intéressant, un peu comme Don't Starve d'ailleurs, même principe. Mais du coup, je crois que même si tu désactives, tu as les nouvelles classes dedans. Enfin, tout à fait, oui. Et du coup, il y a un moment où même moi j'étais surpris, c'est-à-dire que des classes entre guillemets iconiques du jeu, sur une nouvelle partie, je les avais pas pendant un paquet de temps parce qu'il y en a tellement. Quand je dis qu'il y en a tellement, il doit y en avoir quoi, une dizaine à la fin? 10-12. On a le paladin, le voleur, maître chien, vestal, albatrier, chasseur de primes, je crois qu'il y a mousquetaire, flagellant. Voilà, flagellant, le lépreux, maître d'armes, occultiste, maître d'armes. Ouais, ça fait un paquet quand même. Et j'en ai d'autres en tête que j'arrive plus à me rappeler, mais oui, il y en a beaucoup. Ouais. Médecin de peste. Donc non, il y a vraiment beaucoup de classes qui fait quand même rajoute quand même de la variété malgré qu'il y ait une répétition dans le jeu. Bah, il y a une répétition parce que comme tu dis, à un moment, quand tu les connais bien, tu as tes stratégies, tu sais qui fonctionnent et tu vas quand même aller vers ça, donc tu vas avoir tendance à te faire souvent des équipes avec la même composition, quoi. Quand t'as joué, parce que vu que c'est un jeu qui est quand même, comme tu dis, très punitif, les premières parties t'expérimentent. Sur la fin, t'as quand même envie de... T'as envie d'avancer. Voilà, t'as envie d'avancer, quoi. Vu que le dernier... comment dire? Parce que t'as dit qu'effectivement, on avançait sur des donjons. Il y a des grandes zones, en fait. Il y a 4 ou 5 zones dans le jeu, je crois. Environnement, on va dire, que tu peux choisir pour chaque mission. Et la toute dernière, elle est d'une violence. Mais t'es pas prêt, quoi. Voilà, j'avoue que je n'ai pas encore fini le jeu depuis le temps que je l'ai, parce que effectivement, c'est... Moi, je l'ai pas fini, mais j'ai vu la fin. Parce que j'ai la chance d'avoir un beau-fils qui est beaucoup plus persévérant que moi. Et donc, je l'ai vu jouer, j'ai assisté à la fin. Laisse tomber. Moi, j'étais arrivé sur la dernière zone, en fait. Et pour donner une idée, j'étais arrivé avec des personnages full max qui roulaient sur le jeu jusque-là. C'est-à-dire que voilà. Et je me suis fait wiper l'équipe en 3 combats. Mais wiper. C'est-à-dire que premier combat, j'ai perdu un mec. Mais j'ai pas compris, en fait. On revient à ce que je disais. Ce jeu, tout peut très bien se passer. Oui. Et genre, vous roulez sur tout le monde, et puis sur un combat, ça va être la catastrophe. Vous faites plusieurs misses sur des coups. Vous prenez des malus. Il y en a un qui commence à faire une crise cardiaque, l'autre qui va commencer à être testé, mais il va prendre un gros malus qui va mettre du stress à tout le monde. Le stress va monter, vous allez prendre des coups, vous n'avez pas la bonne compo, et en fait, en l'espace de quelques minutes, vous pouvez retrouver d'une situation où vous étiez ultra confortable à est-ce qu'il faut que je quitte le donjon tout de suite ou est-ce que je vous persévère? C'est une horreur. Ouais, il met souvent face à des choix comme ça de est-ce que je me barre ou pas? Est-ce que je prends le risque de faire un combat de plus? Il me reste qu'un combat, mais est-ce que j'y vais, sachant que j'ai 2 mecs à 90 de stress et que normalement, ça devrait bien se passer. Ça devrait. Ça devrait, mais t'es pas à l'abri de que tout le monde y passe, quoi. Il se coûte 90% qui devait passer genre facile, finalement je miss, et que le mec derrière balance une attaque de zone qui va faire un critique sur chacun de mes personnages. Ils vont tous partir avec genre plus 20 points de stress. Il y en a un qui était à 90, boum, il va être testé, il prend un gros malus. Et puis ça s'enchaîne. L'effet boule de merde, clairement. Ouais. Moi, le système de combat est quand même vachement agréable. Oui, c'est ce qui fait que... Ouais. De toute façon, sans ça, vu la répétitivité du jeu, si les combats n'étaient pas intéressants, ce serait pas un bon jeu, tout simplement. Il a juste un défaut, et ils l'ont corrigé dans le 2. Enfin, un défaut. C'est un choix de leur part, mais moi, j'ai jamais... c'est que tu vois pas l'ordre... qui va jouer après, en fait. Tout à fait, oui, je suis d'accord. Ce qui fait que... Et des fois, tu te fais surprendre sur des trucs que tu aurais pu anticiper, et tu... Ça rage, quoi. Tu sais juste, en fait, qui va avoir un coup, qui c'est qui va jouer prochainement, mais tu sais pas dans l'ordre dans lequel ils vont attaquer. Oui, voilà, c'est ça. Et tu peux te faire quand même sacrément surprendre, des fois, par des... C'est un jeu, et c'est vraiment un jeu de pari, parce que justement, à cause de ça, tu vas réfléchir en permanence en te disant, est-ce que je vais privilégier de faire baisser la vie, par exemple, de plusieurs ennemis en même temps, quitte à ne pas en tuer certains, ou est-ce qu'au contraire, je vais te dire, non, je vais plutôt essayer d'en tuer un tout de suite pour
pour justement éviter que lui puisse m'attaquer. C'est vraiment stratégique à ce niveau-là et c'est des paris que tu fais. Je suis d'accord. C'est aussi une force du jeu. Oui, c'est pour ça que je suis partagé sur ce truc-là. C'est que effectivement, ça te donne une dimension à toi en tant que décisionnel supplémentaire et stressante. Parce que des fois, tu te dis merde, putain, en fait, il joue pas tout de suite, quoi. Donc je pouvais faire différemment et tout. Que si on te donne l'ordre exact de dans quel ordre va jouer chaque personnage, je pense qu'il y a des combats qui seraient beaucoup plus simples, ou sur lesquels tu... Ah oui, clairement. Tu saurais qu'il faut stun tel personnage parce que tu sais qu'il va jouer dans l'ordre suivant. Juste après, et que du coup, voilà. Tu pourrais mettre des dots, enfin des saignements qui vont te faire des points de vie en moins à chaque tour, et tu pourrais te dire, je sais que lui va jouer dans 3 tours, donc je vais lui balancer tout de suite une attaque qui va le faire saigner, et je sais qu'il va perdre tant de points de vie, et forcément, quand ça va être son tour, il va mourir, et donc je vais pas m'en préoccuper. Ça casserait un peu le gameplay, effectivement, ce côté un peu aléatoire qui fait aussi le charme du jeu. Il y a aussi un autre point qu'on n'a pas parlé qui est très intéressant et qui est très bien, c'est la narration par Wen Jun, qui est génial. Ah oui. Il a une voix, ce gars, qui colle super bien. Qui est génial. Ouais, ça colle au côté désespéré. Et oui, et puis il commente un peu tes actions. Pendant les combats. De façon très sarcastique en plus. Que ce soit dans une bonne action ou une mauvaise action. Donc, ça, c'est génial. Il appuie où ça fait mal quand tu te rates. Et, exactement. Ça fait... ouais. Bref, un bon jeu. Un bon jeu. Je vais juste revenir sur les extensions parce que toi, moi, j'y ai pas mal joué. Il y en a plusieurs. J'ai pas joué à la dernière qui est presque un truc, une arène de combat multijoueur. C'est un peu bizarre. C'est gratuit. C'est du PVP. C'est du PVP. Il y en a 2 autres. Il y en a une qui est très 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 intéressante. C'est la Crimson Scores, ou je sais plus quoi. Où en gros, parce que l'idée je la trouve fabuleuse, en gros c'est des vampires que t'affrontes. Mais plutôt que ce soit des chauves-souris, c'est des moustiques. Et rien que ça m'a fait marrer. Donc ils ont toutes des têtes d'insectes et tout. C'est répugnant. Le design est vraiment... Comme dans tout le jeu. Ouais, et ça introduit une mécanique absolument épouvantable de sang contaminé que je vous laisse découvrir. Et un nouveau boss aléatoire qui m'a fait perdre plusieurs parties. Qui est l'Inquisiteur. Vraiment, ça c'est une très bonne extension et qui est assez folle en termes de ce qu'elle rajoute de mécanique et de durée de vie. J'ai trouvé qu'elle poussait le concept hyper loin, avec des nouveaux donjons, des donjons que tu fais en plusieurs fois parce que tu découvres, t'es bloqué au bout d'un moment et t'es obligé de revenir. Enfin, il y a vraiment des mécaniques fabuleuses. Il y en a une deuxième qui est beaucoup moins intéressante, où en gros tu enchaînes des combats, c'est juste ça. T'as même des personnages qui sont à part dans ton roster. Ça te débloque, je crois, 6 slots en plus. Et ces mecs-là ne pourront faire que l'extension. Et en fait, l'extension, ça consiste à des combats infinis contre des vagues de monstres. Et tu dois tenir le plus longtemps possible. Oui, il a pas très bonne réputation, ce DLC. Non, je suis resté... Ouais, je suis un peu... Là, j'ai trouvé ça un peu facile. Et pour le coup, extrêmement répétitif. Parce que ce qu'on l'a pas dit, c'est que oui, ok, les donjons, il y a des combats, c'est le phase principal, mais mine de rien, cette petite exploration où il y a des pièges, où chaque fois que tu vois un truc à ramasser, ça peut déclencher une action à la con, où ton personnage peut se blesser, il peut se couper, il peut... Ben ouais, on en a pas parlé. C'est un livre, tu crois que c'est une petite bibliothèque, il va rien lui arriver. Ben si, c'est un livre maudit qui le perturbe, qui lui déclenche 20 de stress. Ou pire, voilà. Tu cliques sur un objet et ça fait apparaître un boss. Alors, oui, celui-là, normalement, il faut l'activer avec un truc spécial. Tu n'as pas juste cliqué dessus. Ah si, je confirme, si. Ah merde. Il y en a un, tu peux cliquer juste dessus et tu fais apparaître un boss et qu'il faut du coup te farcir derrière. Et qui est sacrément violent en plus. Et qui est sacrément violent et que t'as pas prévu. D'ailleurs, je l'ai tué dans une des parties que j'ai fait là récemment. C'était bien la première fois. Ouais. Et j'avais complètement oublié ce truc-là. Parce que après, il y a des objets aussi. T'as des hôtels ou des trucs que tu peux purifier avec des objets de ton inventaire. Ça fait avec de l'eau bénite, des choses. Voilà, il y a plein de petites mécaniques dans les donjons, dans l'exploration, qui sont vachement sympas. Et que du coup, dans un truc où tu dois juste enchaîner des combats, tu les perds. Non, mais c'est pas très intéressant. Voilà, moi, je pense que le jeu de base est très très bien.
Et, oui. Finalement, et la première extension est très bien aussi. Et ça suffit pour jouer, quoi. Oui, et le jeu n'est pas très très cher. Je crois que c'est moins de 20 €. Il est souvent en solde en plus. Donc profitez-en. Alors par contre, je fais un gros disclaimer. C'est pas un jeu auquel vous allez jouer pour vous détendre. Bah en fait, je faisais à une époque. Mais parce que le début... Chacun son choix de détente, mais... non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que le tout début du jeu, quand t'as fait 4 ou 5 runs, en fait... Ça va. Et que t'as poussé, voilà, en mode radiant, ça va, quoi. Tant que t'as pas atteint les premiers boss, tu vois... Quand tu commences à atteindre il y a certains boss, les premiers, qui sont assez simples. Mais il y en a... Quand tu connais la technique, je trouve qu'ils ont tous une technique qui, quand tu la connais, rend le truc pas très dur. Mais la première fois que tu tombes devant, tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Oui, et même quand tu la connais, il faut faire attention quand même. Oui, bien sûr. Déjà, c'est un jeu où tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur. Donc, je le dis, voilà, c'est un jeu que moi je conseille fortement. Oui, moi aussi. Parce qu'il est très très bien. Par contre, faites attention, c'est du genre à rager, c'est pas pour vous peut-être. Et clairement, je pense que si un jour j'ai envie, tu vois, je me dis, là je vais en finir de cette vie, peut-être que je me mettrai en mode le plus hard d'un Dungeons Dungeon et je jouerai jusqu'à ce que je fasse un AVC parce que je suis sûr que ça peut se produire. Bah là, pour être honnête, ouais, moi là c'est la partie où moi ça m'intéresse plus de jouer comme ça. Non, mais non plus. Moi je préfère m'amuser quand même. C'est un jeu. Le mode radiant, les combats sont exigeants, le jeu est exigeant, mais ça limite le grind. Voilà. Et ça me va. Et malgré tout, t'es quand même obligé de grinder, et malgré tout, le jeu, sur la fin, il est un peu répétitif, quoi, quand t'es obligé de purger pour la 3e, 4e fois avec une autre équipe, parce que tu t'es fait wiper celle d'avant. Bon. Mais ça fait partie du truc. Ça fait partie du jeu, c'est une sorte de... tu vois, c'est un dungeon crawler, et il faut effectivement... il faut grind tes personnages pour avancer, donc ça fait partie du concept. Bon voilà, en tout cas, je conseille, c'est mon jeu du mois, et là j'ai relancé avec grand plaisir en fait. Vraiment, c'est... Mais c'est un jeu qui n'a pas quitté mon disque dur depuis que je l'ai installé. Il fait partie des jeux que j'y rejoue. Ouais, parce que j'y rejoue. Je sais plus où j'en suis, alors je dégage la sauvegarde et je refais une nouvelle. Et puis pendant 2 semaines, je vais y jouer un peu, et c'est cool, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Bon, écoute, je propose qu'on passe à la rubrique à part ça. Je pense qu'on a bien fait le tour. Oui. Fight. Humiliation. Excellent. Holy shit. C'est la rubrique à part ça, donc on traite un peu des petits jeux qu'on a pu jouer, de l'actualité, etc. Bruno, je crois que t'es arrivé à Capella, il me semble. Ouais, mais j'ai des trucs à dire. T'as des trucs à dire. T'as des trucs à dire. Alors moi, j'ai 2 gros sujets pour ce mois-ci. Enfin, 2 gros sujets. Le premier, c'est Elden Ring. Donc 2 choses. Elden Ring, déjà, c'est le jeu de From Software, c'est la suite spirituelle des Dark Souls, des Demon Souls, Bloodborne, en open world, avec Sekiro, exactement, et qui est développé en écriture avec George Martin, créateur de Game of Thrones, en tout cas pour la partie lore du jeu. Et donc le jeu a été repoussé, donc à fin février, alors qu'il devait sortir fin janvier. Et actuellement, il y a, au moment où on enregistre, donc la bêta fermée qui est en cours, donc on a pu voir les premières vidéos de gameplay. Est-ce que tu en as regardé un petit peu, Bono ? Oui. Oui, ça fait partie des grosses sorties de 2022, Elden Ring. Que c'est un jeu From Software, donc avec les qualités et les défauts de From Software. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je trouve la DA environnementale complètement folle. Ça, c'est pas nouveau. Avec des panoramas incroyables pour un open world. Ça a l'air d'être un open world qui, dans sa conception, plus proche d'un Breath of the Wild Skyrim que d'un Assassin's Creed. Donc ça me va, on va dire. Oui, clairement. Voilà, c'est la bonne direction d'open world. Hein. Mais bon, après, moi, ça reste un jeu From Software, c'est-à-dire que je vois ce que je disais, surtout après je trouve qu'il a une tâche ingrate, c'est qu'il passe après le remake de Demon's Souls. C'est vrai que c'est un peu difficile quand tu vois que ce qu'a fait Blue Hole sur Demon's Souls. Voilà, qui est quand même absolument magnifique, et avec des animations complètement folles, etc. Et les animations From Software, et il faut s'y faire, quoi. C'était quand même sur de la technologie très PS3. Je dis pas que ça rend le jeu mauvais. C'est des conceptions que fait From Software au nom du gameplay,
Et moi, ça, je le comprends complètement. C'est juste que extérieurement, quand je regarde une vidéo, ça fait un peu bizarre. Bah, en fait, tu vois le truc, encore toi, t'as pas joué au jeu, donc... Si, j'ai joué à Dark Souls 3, merci. Oui, mais bon. Et tu l'as fini ? Non. On est d'accord. Je suis arrivé... Non, les 4 premiers ennemis, ça m'a suffi. Mais non, effectivement, moi quand je vois, on en a discuté avant, là mais avant que justement la phase de bêta commence, et moi je disais, je vois du Dark Souls, je vois du Demon Souls de partout, et effectivement, c'est les mêmes assets qu'ils réutilisent, les mêmes animations. Oui, puis même tu vois... C'est la même façon de gérer les feux de camp. Oui, et puis moi j'ai vu des boss, là dans les pauvres vidéos de gameplay de Elden Ring que j'ai vu, c'est des boss à l'impression qu'ils sortent de Sekiro, quoi. Ah mais en termes... complètement. Mais ce qui est normal. Mais ceci dit, il y a pire, comme reprise. Mais c'est ça. On est quand même sur ce qui se fait de mieux en matière de boss. Hein. Mais exactement. Donc tu te dis, un gameplay à la Sekiro Dark Souls dans un open world cohérent à la Breath of the Wild, sur le papier, ça déchire, tu vois. Après, on verra. De toute façon, pour l'instant, tout le monde a l'air emballé. Voilà, exactement. C'est-à-dire, les premiers retours sont quand même assez excellents. Oui, après, c'est un jeu From Software, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont un peu intouchables, tu sais, en termes de... T'as l'impression que tu peux pas avoir de voix dissonante, quoi. On verra. C'est des jeux quand même qui sont pas pour tout le monde. Bon, je pense que clairement, ça va être comme Demon's Souls, il y a des gens qui vont se dire « Ah, c'est trop bien, etc. » et qui vont y jouer et vont dire « Mais c'est dur. » Oui, c'est un jeu From Software, c'est un jeu exigeant. Ouais, mais c'est là où j'en parlais cet après-midi. Et je disais, je pense que c'est... que From Software pourra pas... parce que de toute façon, s'ils s'élargissent au grand public, ils perdent leur âme. Et c'est pas possible. Et surtout, c'est ce que ne veulent pas les joueurs, en fait. Bien sûr. Mais du coup, ils vont arriver à un problème. C'est-à-dire que s'ils partent sur des jeux comme ça, de plus en plus ambitieux, avec des coûts de plus en plus importants, je suis pas sûr que les ventes vont suivre indéfiniment, tu vois, en progression. Je pense que on verra comment il se comporte Elden Ring. Peut-être qu'il va cartonner, etc. Mais si lui cartonne, je suis pas sûr que le suivant il cartonne. Enfin, je sais pas. Je me méfie un peu du palier. Je pense pas que ce public de soit extensible à l'infini, en fait. Non, je pense pas, mais je pense qu'ils sont quand même dans une bonne position. Il y a un public pour ça. Je pense que pour l'instant, ils ont trouvé... On est sur un équilibre. Sekiro a prouvé qu'ils arrivaient à toucher suffisamment de volume pour que ce soit rentable et qu'ils continuent de grossir. Mais, à mon avis, voilà, on va voir. Mais tu vois, en fait, quand tu prends leurs derniers jeux les plus récents, ils ont quand même réussi à changer un peu leur formule, que ce soit avec Bloodborne, que ce soit avec Sekiro, et là maintenant avec Elden Ring. Effectivement, ils ont trouvé un bon équilibre. Les jeux se vendent bien. Si au bout d'un moment, effectivement, la masse de critiques de joueurs s'étend pas parce que ça va pas pour tout le monde, ça va. Tu vois, ils seront pas à plaindre non plus. Là, moi, je me pose la question de est-ce qu'à bout d'un moment, la formule, elle va pas un peu s'essouffler parce que c'est bien gentil de changer l'univers, mais au bout d'un moment, on l'a dit, c'est toujours toujours la même roulade, c'est toujours les mêmes animations, c'est toujours le même feu de camp, c'est toujours la même façon d'apparaître les zones. Il faut que le robage continue, il faut que ce soit ultra qualitatif. Et je pense effectivement il va y avoir des comparaisons avec Demon's Souls, ce qui est un peu à tort, puisque le jeu est exclusif à la PS5, alors que c'est un jeu là, Elden Ring, qui est sorti aussi sur PS4 et Xbox One. Oui, et puis alors attends. Il y a un dernier point sur lequel je veux venir, c'est que justement, leur méthode aujourd'hui, elle se comprend d'un point de vue économique. Encore une fois, je pense qu'ils sont conscients du fait qu'ils peuvent pas toucher trop le grand public, tu vois. Et dans ce cas-là, tu vas pas investir à fond dans la technologie, en plus de développer un open world, etc. Donc, ce qui est normal que tu recycles tes assets, que t'es pas... voilà. Donc tout ça, ça se comprend d'un point de vue économique et réalisation. Parce que, c'est ce que je te dis, pour moi, ils sont sur un fil qui est tendu, quoi. Et ils ont le précipice des deux côtés, quoi. Donc, disons que le jour, ils vont vouloir, pour X raison, peut-être se dire, on va rendre le jeu plus accessible, peut-être plus grand public, c'est là que les ennuis vont commencer. Clairement. C'est-à-dire qu'en fait, tu auras juste un jeu d'action, tout ce qu'il y a plus traditionnel. Ils perdent leur âme. Et qui n'aura aucun intérêt. Moi, si les gens vont dans des jeux comme ça, et moi le premier, c'est Chevalier du Challenge, parce que les boss sont incroyables, parce que je flippe dans toutes les zones en disant, quand je vois un truc au loin, c'est quoi ce truc-là? Et pas me dire, c'est bon, je peux foncer dans le tas. Et après, il y a un lore qui est pas inintéressant. Mais le lore, c'est pas la majorité des joueurs qui va pour ça. Mais le lore de Dark Souls, c'est pas mal. Oui, déjà, mais je pense qu'aussi le fait que ce soit des jeux et Bloodborne est encore mieux. Qui nécessitent de t'investir dedans, tu aussi prendre le temps de lire le lore, tu vois. C'est un tout.
Donc on verra, écoute, ça sortira fin février. Moi je pense que clairement, vu comment c'est parti, ce sera probablement Day One. Parce que je suis ultra friand et pour attendre de ce que j'en ai vu, ça me vend du rêve. J'attendrai les tests quand même, faut pas abuser. Oui, moi je te dis, je sais pas. Je sais pas. Vu que tu n'as pas accroché au Dark Souls 3 déjà, ça va être un peu compliqué. Hein. Je verrai. Je suis. Mais j'ai pas accroché parce que le côté. Il faut insister. La courbe de progression est quand même pas évidente. Hein. Alors, la courbe de progression est pas évidente. Et puis, bon, moi, il y a un côté très. Tu sais, comme je dis, hein, moi j'ai besoin de m'immerger dans les jeux. Je sors assez rapidement de cette immersion-là. Et malheureusement, la technique de Dark Souls a tendance à me sortir très très vite. Alors, c'est complètement aléatoire, hein, parce que sur certains jeux, je passe complètement à côté et je m'en fous. Mais dans le cas de Dark... Et je sais pas pourquoi, dans le cas de Dark Souls, il y a quelque chose dans le... Autant j'adore le design de certains monstres, etc., autant souvent les ennemis de base, je les trouve absolument hideux, et j'ai même pas envie d'aller les taper, tu vois. Je les trouve juste moches. Ah ouais. Bref, c'est comme ça. Bon, ok. Je sais pas. Je suis bizarre. Non, bah écoute, chacun ses goûts. Hein. Tu essaies de me dire... Ah, mais c'est comme Breath of the Wild, j'étais là genre, mais où t'as vu que c'était comme Breath of the Wild, tu vois? Ah bah j'ai vu plein de... Alors, j'ai vu... c'était par rapport à la bande-annonce, parce que quand j'ai vu les mecs jouer, bon, la comparaison, elle tient pas la route, tu vois. Mais c'est ce que moi, j'essaie de te expliquer, effectivement, on n'avait pas le même ressenti. Non, mais on n'avait pas le même ressenti, mais de la même façon, on en est venu à la même conclusion. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup joué à Breath of the Wild, t'y as pas joué, et toi, t'as joué aux autres Dark Souls et aux autres jeux From Software, et pas moi. Donc forcément, on trouve des ressemblances avec ce qu'on connaît, en fait, tout simplement. Tu pouvais pas voir des points de ressemblance avec Breath of the Wild, t'y as pas joué. Je veux dire, c'est mécanique. Ce qui m'étonnait, c'est que toi, tu disais ça, et que d'autres personnes, des testeurs, influenceurs, disaient c'est un peu comme un Breath of the Wild, c'est le Breath of the Wild de From Software, et moi j'étais là, genre... Mais est-ce qu'on voit le même jeu que j'étais un peu... Mais oui, mais parce que moi, en fait, je voyais le côté Dark Souls dans les combats, etc. Mais je voyais aussi plein de trucs, plein d'emprunts, pour moi, à Breath of the Wild. Après, c'est pas une critique, hein. J'attends les open world qui s'inspirent de Breath of the Wild. Pour l'instant, on n'en a pas. C'est fou, hein. On n'en a eu aucun. Ouais. Ben non. Non, mais moi, je reste très sceptique que tout le monde dit Breath of the Wild, c'est le meilleur open world. C'est un open world, quoi. Non. Si. Non. Si. C'est le meilleur open world. En termes d'open world, mais je dis pas le contraire. C'est le meilleur. Je dis c'est juste un open world. Donc, il s'est inspiré de beaucoup de choses d'autres open world avant, tu vois, c'est ça que je veux dire. Il est sur un niveau de raffinement de la formule qui est fou. Ouais. Et on va pas reprendre le débat, mais oui. Voilà. Ok, j'avais un autre sujet. C'est vrai ? J'avais un autre sujet pour la part ça. On l'a déjà traité plusieurs fois, mais ça m'énerve. Et c'est le marché des cartes graphiques. Donc, quel marché ? Il n'y en a plus. Il n'y a plus de marché de cartes graphiques, c'est fini, ça n'existe plus. Si. C'est des licornes. Si, ça existe toujours. Et c'est même encore pire qu'avant. Parce qu'avant, souvenez-vous, on en avait parlé il y a des mois, etc. Qu'effectivement, il n'y avait pas de stock et que tout était piqué par les scalpers dès qu'il y avait du stock et que c'était rendu encore plus cher sur différents sites de revente comme Le Bon Coin, eBay, etc. Aujourd'hui, le paradigme, il avait un peu changé cet été puisque les prix avaient commencé à baisser doucement. Et tout doucement, mais ça avait quand même bien baissé. Quand même. On avait retrouvé, il y avait du stock et on commençait à retrouver des cartes graphiques dans des prix, je n'allais pas dire raisonnables, mais moins pire. Qui te faisait envisager l'achat. Tu pouvais te dire, bon, presque. Allez, ok, je claque un SMIC, mais au moins je peux jouer, quoi. Voilà, encore peut-être 200 € de moins et je pourrais m'acheter ma carte graphique, même si c'est toujours 200 ou 300 € trop cher. Mais ouais, voire 400-500, mais oui, je vois ce que tu veux dire. On commençait à revenir dans des niveaux qui étaient certes trop chers, mais on pouvait peut-être se dire que c'est acceptable. Et là, ce qui se passe, en fait, il y a toujours du stock, mais les prix sont repartis à la hausse, mais alors, comme jamais. Pour vous situer la situation actuelle, c'est simple. Une 6800 XT de chez AMD, Radeon, aujourd'hui, c'est 1500 €. C'est une carte graphique qui est normalement en prix de vente MSRP, donc prix de vente conseillé, à 680 €. On est à... Si, je suis en 650 ou un truc comme ça. Ah ouais ? La XT, hein, pas la 6800. Oui, la XT, oui. Et on est à 650 € à peu près. On est à 1500 € quasiment. Je suis allé voir plusieurs sites cet après-midi pour vérifier quand même. Et je regarde de temps en temps.
Et le pire, c'est qu'avant, on avait des prix comme ça, mais il n'y avait pas de stock. En général, c'était un prix affiché de malade, mais il y avait out of stock. Là, il y a du stock à peu près partout, mais tout est à 1500 balles. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter de la 3080 chez Nvidia, de la 6800, de la 6900. Vous trouvez parfois des 6700 ou des 6600. Mais une 6600 qui normalement vaut 300 euros, ben, vous la trouvez à 700 euros. Donc en fait, on est dans une situation qui est encore pire qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a des stocks. Alors, j'imagine qu'ils ne sont pas énormes, mais les prix sont encore pires qu'avant. Elle est pas belle la vie. Ouais. C'est génial. Et en fait, on se dirige en fait, clairement sur une situation qui avait été annoncée il y a un an de ça, où beaucoup disaient, certains experts du secteur des semi-conducteurs, en disant de toute façon, on ne reviendra pas à une situation normale avant 2022, voire 2023. Et c'est clairement vers quoi on se dirige. Sachant que AMD et Nvidia parlent déjà de leur future gamme, les RTX 4000. Non, mais qui n'existe pas, quoi. Qui n'existera pas, en fait. Mais la question, c'est surtout, est-ce que en fait, cette génération-là va être vraiment un jour accessible? Je pense pas. Non, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je dis, elle n'existera pas. Non, mais c'est ta gamme de... Non, la gamme 4000 va remplacer la 3000, et les 3000, on l'aura quasiment jamais vu. Oui, c'est ça. Les 3000... Ah oui. Les 3000, pour moi, c'est une génération qui est virtuelle. Et alors, le pire, c'est fou. On a un ami commun qui a acheté sa 6800 XT à 1100 euros. Ce qui nous a fait rager en disant, mais tu joues t'es fou déjà, et puis tu joues le jeu de la hausse des prix. Et au final... il devrait la revendre. Il pourrait la revendre, et finalement, il n'a pas si eu tort que ça, parce qu'au final, si nous, demain, notre carte graphique tombe en panne, on a deux options. Acheter une 710, une GT 710 ou une 1030 à 150 euros, ne serait-ce pas pour jouer, juste pour faire tourner ton PC. Ouais, où tu trouves des 1660, c'est-à-dire des trucs de merde à des prix complètement fous, mais tu les trouves. Oui, 400 balles, voilà. Ouais. Pour des cartes qui ont 3 à 4 ans, c'est ouf. Le mieux que tu peux trouver aujourd'hui, dans l'acceptable, c'est la 3070 autour de 800-900 euros. Ouais. Et quand je dis acceptable, je veux dire, si ta carte graphique est tombée en panne et que tu veux pouvoir continuer à jouer, et que tu veux un truc qui soit à peu près performant, avec un prix pas trop délirant, tu vois. Attends. 800, on est en train de parler d'une carte graphique à 800 euros. Oui, non, mais complètement. On était, il y a 2 ans, 800 euros, c'était l'ultra haut de gamme en termes de carte graphique. Ah oui, voilà. Non, mais genre, quand je dis ça... Et là, on parle d'une carte moyenne gamme, quoi. Je parle juste de, t'as envie de jouer, qu'est-ce qui est en fait, entre guillemets... Ouais, c'est ça. Te permet de jouer sans vider ton PEL, tu vois. Et c'est complètement débile. En vrai, aujourd'hui, je pense que ma carte graphique, elle devait, si ma GTX 2070 devait tomber en panne, je pense que je devrais faire une croix sur jouer sur mon PC. Ah bah moi aussi. C'est pas une question que j'ai pas l'argent, c'est que j'ai pas envie de dépenser 900 euros. Non, moi je refuse. Moi aussi. C'est qu'à un moment je refuse de... Tant pis, je ferai autre chose. Oui. Je ferai des chroniques sur des jeux Wii U. Bah écoute, je ferai tourner plus ma PS4 ou j'investirai dans une PS5. Ah, il faut les trouver encore. Oui, mais je pense que ce sera... Si tu la trouves, tu la paieras au vrai prix. Tu vois. Et tant pis, ton PC, en attendant, tu mettras une carte premier prix à 60 euros juste pour la faire tourner, pour que tu puisses... oui, non, mais c'est sûr. Sur Internet, non, mais c'est fou, quoi. La situation est encore pire que précédemment. Et clairement, tous les analystes du secteur le disent, ça va pas s'améliorer. On est quand même dans une situation où il y a, par exemple, dans l'automobile, il y a beaucoup de chaînes de production qui sont à l'arrêt parce qu'ils n'ont pas les semi-conducteurs pour monter les voitures. Si les usines sont en train de fermer en chômage partiel en ce moment, c'est clairement pas que la situation s'améliore. Non, et puis surtout, ça va toucher d'autres composants. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à avoir des hausses de prix sur beaucoup de trucs, genre la RAM, les SSD, les cartes mères. Et pas que, ça va être la même chose sur, par exemple, les GoPro, les drones, ce genre de choses. Hein. Tout ce qui nécessite des processeurs, de toute façon, il y aura des hausses de prix, faut pas s'attendre à autre chose. C'est pas la peine qu'on enregistre monter son PC 2021 parce que en fait tout ce qu'on pourra dire c'est on peut pas. Vous pouvez, mais ce sera cher. Ouais. C'est triste à dire, mais c'est vraiment ça. C'est ça. Donc je suis très content d'avoir changé ma config. J'ai une très belle config, mais je sais pas la carte pour profiter. Et donc voilà. Toi, Bruno, t'as d'autres sujets joyeux à partager? Ouais, joyeux. Oui. J'ai fait des tests de... j'en ai parlé vite fait. J'ai réinstallé Star Wars X-Wing versus...
X-Wing TIE Fighter Alliance, je sais plus quoi. Donc le dernier jeu qui date de 99. Hein. C'est vieux, ouais. Parce que je disais joystick en fait. Et, qu'est-ce que joystick Canard PC. En quelle année on est là? Non, c'est pas. Bah, 99. Ah, bah, c'est bon. Donc, tu disais joystick de 99. Non, je disais Canard PC. Ils ont fait un dossier dessus en disant que c'était encore tout à fait pertinent d'un point de vue gameplay, etc. Et que c'était très beau avec les modes. Donc, j'ai installé tous les modes. Silence, ça veut en dire long. Ouais, oui, écoute, je joue à Star Wars Squadron en ce moment. Mais c'est la première remarque que je t'ai fait quand tu m'as envoyé un message en disant Canard PC m'a donné envie de jouer à Star Wars Alliance, et moi j'ai fait pourquoi tu veux installer ça alors que tu avais effectivement Star Wars Squadron qui était offert gratuitement par Amazon Prime. Mais Squadron il est très bien. Il est très bien, il est très plaisant, mais il est court en fait. Et enfin bref, j'en parlerai plus en détail peut-être plus tard. Mais voilà, c'était mon truc du moment. C'est mignonné. Et en fait, je pense que c'est surtout typiquement, c'était une époque où c'était encore des jeux qui... Si t'as pas de joystick et de manette des gaz, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est ça le truc. C'est que je pense que le jeu est beaucoup plus plaisant comme ça, mais au clavier souris pad, c'est un enfer. Ah ouais, carrément, même à la manette. Ah, X-Wing Alliance, oui. Ah oui, X-Wing Alliance, oui. Ah oui, non, mais non, justement. Et Squadron, pas du tout. Squadron, il a été pensé pour ça. Tu vois, mais c'est ça la différence. C'est que, clairement, en 99, les manettes sur PC, c'était de la merde. T'avais même pas d'analogique. Non, mais c'était la forme des manettes pourries à l'époque. Hein. Voilà, mais donc les mecs, ils cherchaient même pas à faire un jeu pour ça, tu vois. Donc, ils s'en foutaient. Oui, surtout qu'en plus à l'époque les manettes, t'avais certaines qui avaient 4 boutons, d'autres en avaient 8. Mais c'est ça. Non, mais c'était les Microsoft Sidewinder, t'avais une croix directionnelle numérique et 6 boutons, enfin 8 boutons. Puis démerde-toi avec ça, quoi. Donc c'était audace ou meurt. Et avec un audace, je pense que le jeu est génial. Squadron, son avantage, c'est qu'il peut être joué à la manette. Donc l'investissement est quand même bien inférieur. Ok, bah écoute, il faudra le lancer un jour, Squadron, un peu ensemble. Là. Ah, bah quand tu veux, parce que je m'amuse bien dessus, moi. Bah écoute, on fera ça ce week-end, ça tombe bien, on a 4 jours. Bah écoute, oui, c'est vrai que tu travailles demain. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, sachant que on a pris une décision. On a pris une décision critique. On s'est rejoint en réunion, je t'ai envoyé un mail en disant je te convoque pour réunion de service. Et on a décidé que finalement l'osefomètre on le dégageait parce qu'au final c'est même plus un osefomètre. Non, on digressait un peu trop dedans. Oui, puis finalement on parle des news alors que l'objectif c'était pas d'en parler. Donc tu vois, là j'aurais bien voulu dire Skyrim 10e anniversaire qui ressort, au secours, et GTA Trilogy, rien à battre. Mais donc en fait cette rubrique on va la tuer parce qu'elle ne sert à rien et je pense qu'on va peut-être aussi réétudier à reformuler la proposition même générale, mais voilà, osefomètre. On en parle plus, ça dégage. Ouais, c'est ça. Bah écoute Bruno. C'est pas plus mal. Ça raccourcit un peu le podcast. On était tout le temps au-dessus des 2 heures depuis pas mal d'épisodes. Oui, tu vois. C'était trop. J'allais dire, on va finir l'épisode, mais c'est exactement ça. Je pense que ça traînait un peu trop en longueur, justement, sur des choses pas forcément toujours intéressantes. Non, parce qu'on va entendre deux couillons blablater pendant des heures à la fin. Pourquoi pas, mais d'autres podcasts le font. Mais est-ce qu'ils font aussi bien que nous? Sûrement mieux même. Ouais, c'est clair. Écoute, sur ça, Bruno, je te remercie. Je te dis au mois prochain. Mois prochain, épisode normal, et je crois qu'il y aura un petit quiz, j'ai cru comprendre. Oui, si j'arrive à finaliser mes trucs, j'ai pas le temps. Et mec, engagé, il me semble. Ouais, je me suis engagé, ouais. Donc je vais réussir à faire quelque chose. On verra. Oh bah il n'y a pas d'enverra, c'est prévu comme ça. Donc, D'accord, ok. Il faut que tu fasses tes questions, tu fasses ton quiz. Moi j'ai fait le quiz. Vous allez tellement en chier. Vous allez tellement en chier. Et de toute façon, Eric il voudra pas venir. Bah justement, fais pas des questions hyper dures. Je vais faire des questions spéciales Eric. Il y a que lui et moi qui pouvons comprendre. Bah voilà, très bien. Donc il y en a pour tout le monde. Moi j'ai essayé d'en faire à peu près pour tout le monde. Enfin, à peu près. Oui. Non mais on y a réfléchi et il y aura des formulations un peu différentes. Okay, les rubriques seront différentes et tout puisque c'est moi qui le fais, donc forcément ce sera pas la même chose. Il y aura moins un blind test.
Bien sûr, ça c'est obligatoire. Ok, super. Ça, c'est quand même la base. Oui. Ok, Bruno, on va arrêter sur ça. On avait dit qu'on ne digressait pas, donc voilà pour le programme du mois prochain. Bah écoute, merci Bruno. Juste une dernière phrase. Tu sais ce que tu vas jouer, toi, le mois prochain ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai une semaine de vacances, écoute. À la base, j'avais pris une semaine, un petit peu pour jouer à l'extension de FF14 Endwalker, qui a été repoussée de 15 jours. Dommage. Du coup, je n'aurai pas ça à jouer, ce qui me laissera du temps pour jouer à autre chose. Donc, je sais pas encore. À la base, je voulais jouer pour Hollow Knight, là, mais j'ai pas eu le temps de jouer. Clairement pas, étant donné que Dark Souls, très bon lapsus. Darkest Dungeon 2 est sorti. J'ai trouvé que c'était pas mal de relancer le jeu et d'en parler parce qu'en fait, on l'a souvent évoqué, on ne l'avait jamais vraiment traité. Oui, là, on l'a bien traité. Hein. Complètement. Bah écoute, voilà. On verra le mois prochain. J'ai d'autres jeux aussi sous le coude, on verra. D'accord. Ok, bah moi je vais faire du Ubisoft. Je pense. J'espère que ce sera pas du Far Cry. J'ai rien dit. Ben, ça va être Far Cry. Allez, bonne soirée Thomas. Allez, bonne soirée tout le monde, à la prochaine. A plus. Salut. Production T&B.